Bonjour à tous, merci d'être là pour la table ronde autour de la rénovation du théâtre de Châtelet, en présence de Philippe Pumin, architecte, maître d'œuvre, en collaboration avec Christian Laporte, qui est architecte du patrimoine. Jacques Ayrault, qu'on connaît, qu'on ne présente pas, mais qui est directeur technique du théâtre de Châtelet en ce moment, mais avant, il y a eu d'autres vies, n'est-ce pas? Et Thierry Guignard, scénographe, et qui est aussi, d'une certaine manière, la mémoire de la rénovation du théâtre du Châtelet, parce qu'il a participé à plusieurs campagnes de rénovation de ce théâtre. Donc, nous allons démarrer avec justement une présentation de la partie projet et patrimoine du théâtre. C'est vrai que depuis 2016, la place du Châtelet est endormie. Il est rentré en hibernation. Les deux théâtres ont été en rénovation. Le théâtre de la ville est toujours en rénovation et on espère un jour qu'il va ouvrir. Mais heureusement, le théâtre de Châtelet a ouvert les portes cette année après 2 ans et demi de travaux. Alors, ce qui est intéressant dans ce théâtre, c'est qu'on a l'impression de rentrer dans un endroit familier qui a presque pas changé et pourtant on respire, les espaces sont beaucoup plus clairs, il y a tout un travail sur le détail, on va dire un retour sur ce qui devait être à l'origine, mais en mieux, d'une certaine manière. C'est comme ça qu'on pourrait dire, qu'on pourrait qualifier. Oui, bah écoute, c'est une bonne introduction. Voilà. Donc c'est bon, te passe la parole. J'enchaîne. Très bien. Donc l'idée, c'est de vous faire une présentation un peu rapide de l'ensemble des travaux qui ont eu lieu au Châtelet, mais justement de ne pas m'étendre sur les travaux, je dirais, généraux, simplement pour que vous compreniez le contexte, et ensuite, évidemment, je passerai la parole aux hommes de l'art, puisque l'objet, c'est quand même de parler un peu plus de scénographie que d'architecture, même si les deux sont intimement liés. Simplement pour recadrer un peu les choses, la particularité donc, de cette opération, le titre, j'ai laissé volontairement, c'est le titre de l'appel d'offres de la ville de Paris. Donc c'est restauration partielle des décors et mise aux normes des installations techniques du théâtre du Châtelet. Donc une fois qu'on a dit ça, je sais pas, le micro marche bien, ouais, j'ai l'impression que ça a baissé un peu, Ah, c'était trop fort, pardon. Ok, très bien. Voilà, une fois qu'on a dit ça, effectivement, ça montre que l'idée, c'est une rénovation un peu tous azimuts, qui s'attaque à la fois à la technique, à l'architecture, au patrimoine, à la scénographie, mais qui n'est pas une rénovation complète, une restauration complète, parce qu'elle aurait demandé beaucoup plus de budget et beaucoup plus de temps de fermeture du théâtre. Donc ça a été toute la difficulté, ça a été de trouver et de garder cet équilibre entre cette rénovation qui s'attaquait, je dirais, à tous les aspects du bâtiment, sans avoir les moyens de refaire tout fondamentalement. Donc ça, c'est juste une image qui montre le projet de Daviou. Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'architecte du théâtre, c'est Daviou, ouverture en 1862, dans le cadre des grandes opérations haussmanniennes, qui ont, je dirais, reconfiguré une grande partie du visage de Paris dans la deuxième partie du 19e siècle, et en particulier cette place, avec ces deux théâtres qui se font face, et dont, là aussi, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, ce qui a motivé la création de ces deux théâtres, ça a été la suppression, la fermeture d'un certain nombre de théâtres de ce qu'on appelait le boulevard du crime, donc autour de la place de la future place, enfin la place de la République qui était en cours de constitution, et le boulevard du Temple en particulier, sur lequel il y avait un certain nombre de théâtres qui ont été démolis à l'occasion de la création de la place de la République et des boulevards attenants, ce qui fait que Napoléon III et Haussmann se sont dit qu'il risquait d'y avoir des émeutes, le public mécontent d'avoir perdu un certain nombre de théâtres, et donc le projet a été fait de créer donc ces deux théâtres populaires sur la place du Châtelet, se faisant face. Justement, pour aller plus loin, je signale à l'aimable auditoire la parution voilà, ces jours-ci, c'est tout frais, il commence à être disponible en librairie,
d'un ouvrage qui raconte toute cette histoire-là, donc qui repart de la création du Châtelet à l'origine et qui raconte à la fois sur les aspects architecturaux, patrimoniaux, techniques, culturels, les grands spectacles qui ont eu lieu au Châtelet, toute cette aventure jusqu'à la rénovation que nous venons de livrer donc le mois dernier, enfin courant septembre, il y a 2 mois maintenant. Là aussi, juste une image très intéressante qui montre le premier projet, donc 1859, de ces 2 théâtres qui se font face. Et on voit qu'il y a une différence assez fondamentale entre les deux. Enfin, justement, sur cette image-là, il y a assez peu de différence, puisque les 2 théâtres sont des théâtres très ramassés, avec très peu de dégagement, en particulier d'arrière-scène. Le théâtre de la ville, pour des raisons urbaines, est resté dans cette configuration-là, puisque l'architecte de Voyer de la ville de Paris avait demandé à ce que l'on garde la perspective sur la tour Saint-Jacques depuis le quai, ce qui fait que le théâtre est resté dans cette configuration, alors que le théâtre du Châtelet, sous la pression de Daviou, a réussi à s'agrandir à l'arrière et donc à avoir une arrière-scène qui était à l'origine une cour de préparation des décors et qui est aujourd'hui l'arrière-scène du théâtre, ce qui fait que le théâtre a eu un développement beaucoup plus important que le théâtre de la ville. Et voilà le plan masse actuel, où l'on voit bien qu'aujourd'hui le théâtre de la ville, le théâtre du Châtelet est 2 fois plus grand que le théâtre de la ville. Je laisserai ensuite les spécialistes vous dire en quoi c'est important pour le fonctionnement. Voilà la coupe d'origine du théâtre, où l'on voit effectivement à l'arrière cette cour qui à l'origine était une cour couverte vitrée et qui ensuite les baies ont été murées et la verrière a été remplacée par une vraie toiture et c'est devenu aujourd'hui une arrière-scène qui communique complètement avec la scène du Châtelet. Je passe rapidement. Ça c'est un autre plan qui est intéressant. Pour ceux que ça passionne, vous pourrez acheter le livre aussi. C'est pas moi qui le vends et je ne suis pas intéressé aux ventes, mais c'est très intéressant. Ce sont les parties qui sont d'origine dans le théâtre. Et donc en rouge sur cette image, vous avez toutes les parties qui ont été modifiées. Et en particulier, pour ceux qui ne le savent pas, le cadre actuel a été reculé d'à peu près 3,50 m dans les années 80, ce qui fait que le cadre est entièrement un cadre moderne. Donc ça, c'est un point important que l'on retrouve également sur la coupe. Voilà, toutes les parties en rouge. Évidemment, tous les dessous ont été refaits. La pente de l'orchestre n'est pas la pente d'origine. Les différents balcons ont été aussi modifiés au cours du temps. Donc en fait, finalement, on a l'impression d'une salle complètement historique dans son jus. Et comme beaucoup de salles historiques, en fait, il n'y a plus beaucoup de choses qui sont complètement historiques. Alors comme l'a dit Matab, l'objectif ça a été de garder à la fois, je dirais, la salle le plus possible proche de ce qu'elle était à l'origine, de l'améliorer, mais évidemment d'y introduire et d'y réintroduire toute la technique contemporaine qui sert à la fois à mieux ventiler, à mieux éclairer, à mieux climatiser la salle, puisqu'aujourd'hui le bâtiment a été raccordé sur ce qu'on appelle Climespace, un réseau de distribution de froid. Il est raccordé sur le chauffage urbain. Toute la ventilation a été refaite, le désenfumage, tout le bâtiment est éclairé avec des LED et aujourd'hui la LED arrive aussi dans l'éclairage scénographique. Donc je dirais, ça fait partie de ces travaux, je dirais, un peu tous azimuts. Et là, je vais passer très rapidement sur les plans, parce qu'en plus l'heure tourne, pour vous montrer donc un peu tout ce qui a été fait. Donc les studios, je pars du bas et je remonte. Les 2 studios de répétition donc, ont été entièrement refaits. Là aussi, c'est toutes les parties qui apparaissent en rouge sur ce plan. Premier sous-sol, des locaux techniques, toute la ventilation a été refaite. On remonte 2e dessous, donc là, il y a eu peu d'interventions sur les dessous, mais ça, les scénographes et Jacques Hérault vous en reparleront. Le studio qui est au niveau du rez-de-chaussée a été également entièrement refait. Tout l'accueil des artistes a été refait à 100%. L'accueil du public aussi, côté rue, ce qu'on appelle le péristyle et le hall d'accueil ont été entièrement reconfigurés. On a amélioré tout ce qui est accueil des PMR, qui jusqu'ici était un peu incertain. Enfin, en tout cas, les choses n'étaient pas aux normes. Au niveau de la scène, là, je ne rentre pas dans le détail, c'est vraiment tout ce qui est équipement technique de la scène qui a été repris. Donc ça, je vais laisser mes collègues en discuter. Le grand foyer, au niveau de la corbeille, le grand foyer a été entièrement refait. Vous allez voir tout à l'heure une image du décor. La galerie également, qui aujourd'hui ne s'appelle plus la galerie Adami,
mais la galerie Joséphine Baker. Alors malheureusement, elle est pas encore, là les travaux ne sont pas encore terminés, puisqu'on attend 3 verres qui sont des grands verres qui sont fabriqués en Espagne et qui sont arrivés avec des défauts, donc qui ont dû repartir. Donc normalement, d'ici un petit mois, en tout cas avant les fêtes de Noël, la galerie Joséphine Baker devrait retrouver son lustre, tout son lustre, et y compris avec la réinstallation, c'est le cas de le dire, des grands candélabres urbains qui éclairaient cette galerie que Davio avait voulu vraiment comme une sorte de loggia ouverte sur la ville. Je continue. Les différents balcons. Premier balcon, donc là il y a eu peu d'interventions. Deuxième balcon, donc là toutes les 2 régies, et là ça rejoint des aspects scénographiques qui seront développés tout à l'heure. Les 2 régies, régie son, régie lumière, ont été entièrement refaites avec une partie régie fermée et régie ouverte. Une intervention très importante au niveau de l'amphithéâtre bas, puisqu'en fait on a supprimé une intervention scénographique qui datait des années 90, la fin des années 90, qui avait consisté à mettre dans l'axe toute une installation scénographique que l'on a pu supprimer, ce qui fait que l'on a regagné une centaine de très bonnes places à l'axe, qui sont des places qui sont, je dirais, assez hautes, donc qui sont en plus des places populaires et pas forcément très chères en termes de coût des places, mais qui ont une très bonne visibilité. Donc ça, je dirais que ça a été une vraie amélioration pour le public. On a refait aussi, je le dis rapidement, mais c'est très important, tous les sanitaires, et en particulier pour les dames pour lesquelles il y avait un gros déficit de sanitaires femmes, on a rajouté, je pense, au moins une vingtaine de sanitaires femmes, et ça, c'est un vrai gain pour les spectateurs. Au deuxième amphithéâtre, on a également refait, comme au premier, tous les sièges. Les sièges les sièges nobles n'étaient pas en très mauvais état, on va dire, même si Jacques vous en dira peut-être 2 mots, il aurait bien aimé qu'on puisse entièrement les reconfigurer, mais bon, il n'y avait pas le budget. C'est là où la notion de restauration tous azimuts, mais pas complète, prend tout son sens. Donc on a refait les 500 sièges des 2 amphithéâtres, qui eux étaient vraiment en très très mauvais état, et qui aujourd'hui sont des sièges entièrement neufs. On a... Point important, vous allez le voir sur les images avec lesquelles je conclurai, on a également rééclairé le plafond. Donc ça faisait partie vraiment du souhait de Davio, c'est-à-dire qu'au départ, il n'y avait même pas de lustre. C'était un éclairage en fait par un plafond lumineux. À la fin du 19e siècle, on a rajouté un lustre et on a supprimé l'éclairage par ce plafond. Donc nous, l'idée, ça a été de garder le lustre, parce qu'aujourd'hui, il fait partie, je dirais, du décor et il fait partie de l'histoire du théâtre, même s'il n'est pas d'origine, mais on a souhaité remettre en place, avec mon confrère Christian Laporte, architecte du patrimoine, remettre en place cet éclairage qui était vraiment très particulier et typique du Châtelet. Voilà les interventions en coupe. Je ne recommande pas, mais vous retrouvez les différents points sur lesquels nous sommes intervenus. Et je pourrais y revenir à la fin. Une coupe également transversale qui est intéressante pour comprendre la présence et la proximité du métro. On ne s'en rend pas toujours compte, mais quand on est dans la salle, on a parfois un petit brouhaha. Donc effectivement, quand on voit la proximité des 2 lignes, à la fois côté quai et côté avenue Victoria, on comprend qu'effectivement le métro est tout près. Juste quelques images pour finir. Un des espaces qui a le plus changé, si vous n'y êtes pas retourné, c'est le foyer, l'avant-foyer, qui avait été entièrement repeint, je dirais, en beige au cours du temps, et qui aujourd'hui a retrouvé son décor de faux marbre d'origine, qui était vraiment un travail magnifique de faux marbre, qui date, lui, pour le coup, vraiment de l'ouverture du Châtelet en 1862. Et dans le grand foyer, pareil, alors là, pour le coup, c'est une recréation, puisque le décor, il n'existait plus, c'était du papier peint, donc on a redessiné et refait imprimer le papier peint. On a rouvert les oculi qui permettaient de communiquer entre la galerie et le grand foyer. Et on a on a même remplacé le parquet. La salle, je termine là-dessus. Donc la salle en 1863, donc juste après l'ouverture. Donc vous avez le plafond lumineux. Dans les années 60, vous avez un trou noir avec le lustre en plein milieu. Ce qui était encore le cas quand on a démarré les travaux en 2017. Et aujourd'hui, voilà, avec le plafond lumineux qui a retrouvé, je dirais, tout son éclat et qui change quand même beaucoup l'aspect de la salle. Et voilà, je passe la parole pour les aspects scénographiques en vous rappelant qu'il existe un livre que vous pouvez acheter. Voilà. C'est vrai que ta partie scénographique. Alors,
Thierry, la dernière rénovation de la cage de Seine remonte à 98-99. Oui, elle remonte effectivement à 98-99, qui était une grosse transformation, une campagne de travaux importante, puisqu'avant cette campagne, il y avait encore des équipes contrebalancées en fait dans la cage de Seine. Donc la grande mutation de 99, ça a été la mise en place en fait d'un ensemble faux grill autoportant. Et tout un système informatisé qui s'appelait à l'époque BikeTraf pour piloter en fait tout cet ensemble-là. Donc ça a été une grosse transformation effectivement à cette époque. Et je ne vais pas m'étendre donc puisqu'il fallait rendre cette structure indépendante de la charpente existante, comme vous l'a dit Philippe. On est dans une structure existante en fait peu résistante. Et donc, il y a eu cet ensemble mis en place. Et donc, la dernière campagne de travaux, pour aller vite, en fait, a été de donner plus de capacité, en fait, à l'outil scénographique. Si je voulais résumer un petit peu. Plus de capacité sur les porteuses. Le nombre de porteuses n'a pas changé. On est à 59. Oui, 59. La capacité unitaire de surcharge a augmenté. On est passé de 500 à 750 kg, en fait, par porteuse. Et avec un 24 ponctuel en fait, qui existait aussi, là on a augmenté aussi en fait les vitesses de déplacement. C'était vraiment le but de cette rénovation en fait, sur la partie mécanique. Mais après, toute la partie avant-scène a été modifiée, comme vous l'avez vu aussi sur les plans. Entre les deux emplacements des cadres de scène qui ont été déplacés donc de 3,50 m, on a toute une partie de loggia qu'il a fallu aménager en tout cas, et faire des passages en fait de la salle à la scène pour les techniciens. Donc vous voyez quelque chose d'assez sommaire au niveau des équipements de serrurerie scénique. Cette avant-scène a été équipée en fait de porteuses, bien sûr informatisées aussi. Et donc si on passe à l'arrière-scène, encore une fois, comme on vous l'a expliqué, cette partie arrière-scène est devenue un outil où on a recréé en fait un faux grill pour mettre en fait des palans et tout un tas d'équipements de levage et d'effets scéniques. Bien sûr, le pilotage, tout depuis le début, l'origine de l'énergie, en fait, tout a été enlevé, déplacé et remplacé, en fait, par un système Wagner-Biro de pilotage, d'accord. Et l'augmentation, bien sûr. Quand je parlais d'augmentation de capacité des porteuses, c'est énorme, hein, parce que quand on passe de 500 à 750 kg sur une porteuse, ça veut dire qu'on a changé tous les éléments mécaniques, en fait, et de sécurité, en fait, de ces porteuses. Donc j'essaye d'aller vite un petit peu. Donc pas d'intervention sur les dessous de scène. Les dessous de scène d'ailleurs sont assez vieux puisqu'en 99, ils n'étaient toujours pas changés. C'est-à-dire qu'on a une structure en fait, au départ il y avait 4 niveaux de dessous. 4 niveaux de dessous. Maintenant il y a des stockages, mais il n'y a pas eu de changement en fait sur ces ensembles-là. Entre ces deux campagnes, j'essaye toujours d'aller vite, entre ces deux campagnes de travaux sur les 20 ans, il y a eu des améliorations quand même aussi importantes. Le proscénium a été changé, les vis ont été changées et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le rideau de fer aussi a été, je dirais, amélioré. Voilà. Ouais, ça c'était. Et alors, justement, dans cette collaboration que vous avez eue, parce que la présence de la maîtrise d'usage était capitale. Elle était plus que capitale, même si je voulais faire une plaisanterie, mais j'en ferai pas. Assez présente, hein, très présente, j'allais dire. Mais ceci dit, tout le monde connaît mon humour. Non, le programme était très précis et donc la réponse, il n'y a pas eu d'études à proprement parler, en fait, d'études scénographiques, puisque tous les équipements, encore une fois, étaient déjà en présence. Donc, le travail qu'on a fait avec Jacques, c'était de suivre le programme et de l'améliorer, de l'aménager en fonction des travaux, en fait, pour tout vous dire. Ouais. Donc ça veut dire que la programmation a été faite par à la demande de Jacques. Oui, tout à fait. C'est une des choses, vous disiez en préambule qu'avant le Châtelet, j'ai eu une autre vie. Et quand je suis arrivé au Châtelet comme directeur technique en 2007, la première chose qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait une installation qui était vraiment dans un mauvais état, non pas par l'utilisation, mais par des choix qui avaient été faits par le passé. Et entre autres, une absence de maîtrise d'usage pendant la campagne de 98. Bon, il y avait des AMO de grands talents, ouais, puisque Thierry Guignard en faisait partie. Mais néanmoins, il y avait eu des trous dans la raquette qui faisaient que le système fonctionnait, mais on était à la limite de ce qu'on pouvait avoir besoin dans le cadre d'une programmation et des spectacles qu'on peut faire au Châtelet et qu'on continue à faire d'ailleurs.
Donc, dans cette opération, on avait, avec les équipes du Châtelet, on a établi un projet qui était un changement de pilotage principalement et une amélioration de l'outil. Un des problèmes qui nous était récurrent, c'était le levage des éléments de décor, puisque les porteuses à 500 kg en 20 mètres de long, on arrive vite avec des décors parce que nos bureaux d'études et nos ateliers de construction construisent toujours trop lourd. Et donc, on n'arrive jamais à lever les éléments de décor avec une seule porteuse. Donc, on en met 2, on en met 3, on commence à faire des choses qui font que les murs les murs de décor arrivent à dégager. Mais néanmoins, ça, c'était un peu notre talon d'Achille. Donc, dans le cadre de ces travaux, on avait, dès le départ, demandé à ce que nos porteuses passent à 750 kg. Et par la même occasion, parce qu'il faut appuyer sur 8 mètres 50, 9 mètres de haut le cadre de scène, on a toujours en train d'attendre que le rideau se plafonnait pour qu'on puisse commencer le spectacle. Là aussi, c'était un peu lent. On a demandé à ce que la vitesse soit augmentée, ce qui a été fait dans le cadre des travaux. Ce qui a été très intéressant par rapport à ça, c'est que le programme était donc établi. On a beaucoup travaillé avec Thierry. Comme on a tous les deux beaucoup d'humour et un caractère un peu difficile, on s'est beaucoup accroché sur la finalité, mais néanmoins, on est arrivé jusqu'au bout du projet. Et par rapport à ça, ce qui était important, c'est qu'il y avait un budget relativement limité. Alors vous allez me dire 30 millions, c'est rien, mais le projet, l'étude qui avait été faite pour la réhabilitation du théâtre du Châtelet était de 100 millions. Et il y avait eu 2 options, une à 70 millions, une à 30 millions. Bien sûr, il a été décidé de faire l'option à 30 millions, ce qui est toujours ce qui coûte le moins cher par rapport au projet global. Néanmoins, ça voulait dire qu'on ne pouvait pas tout faire. Donc, on est obligé de se limiter un peu par rapport aux travaux dans l'ensemble. Mais néanmoins, on a réussi à préserver ce qu'on souhaitait au niveau technique. Et ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que même dans les appels d'offres qu'on a eus, on était en dessous au niveau chiffrage de ce qu'on avait estimé. Donc, ce qui nous a permis de pouvoir réaliser la totalité des choses. L'idée, quand même, était dans un esprit de réutilisation du matériel. Comme l'a dit Thierry, on a gardé les treuils, par exemple. On a changé la motorisation, puisqu'on devait aller plus vite et prendre plus de charge. On a changé les réducteurs. Mais les tambours, tous les treuils, tout le système qui était encapsulé dans des armoires qu'on appelle frigo au niveau du dernier service, eh bien, sont restés. Ça fonctionnait bien. Le travail qui avait été fait en 98 au niveau de la motorisation à l'époque, c'était Bonin-Châteauneuf qui avait fait l'installation. Ça fonctionnait bien. Les systèmes de suspension des moteurs faisaient que la répartition de la descente de charge et tout ça fonctionnait bien. Donc il ne fallait surtout pas détruire quelque chose qui fonctionnait bien. Donc l'idée a été de ramener des éléments pour pouvoir garder le principe de base et ramener des éléments qui permettent d'améliorer toutes les demandes qu'on avait. Et ça, on a permis, sur l'ensemble des éléments, en tout cas au niveau scénique et au niveau de la machinerie, de garder l'infrastructure. Les porteuses, on a changé le système parce que nous avions des tubes de porteuses de 60, ce qui voulait dire que dès qu'on avait un spectacle qui arrivait de tourner ou quand on avait un événement comme les Césars, tous les projecteurs arrivaient avec des colliers de 50, donc il fallait sous-percher toutes les porteuses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'était une opération à chaque fois compliquée. Donc là, on est revenu sur des tubes de 50. Donc si certains sont intéressés par des colliers de 60, on en a des tonnes, hein, on peut vous les vendre, vous les céder à pas cher éventuellement. Mais ça nous a permis d'améliorer aussi le fonctionnement et de pouvoir fonctionner tout en gardant le dispositif. Le pas des porteuses est resté le même. On passe des fois entre les éléments de charpente de manière un peu compliquée. Toute la salle des machines est restée au niveau des variateurs, de toutes les cartes d'axe et tout. Le local qui était au-dessus de la fosse d'orchestre dans la structure est resté au même endroit. C'est-à-dire il n'y a pas eu dans ces travaux de travaux structurels. C'est vraiment que de la réhabilitation d'un côté. On a enlevé toutes les peintures qui cachaient tous ces faux marbres et redonné à la salle de théâtre vraiment les couleurs d'origine, ce qui avait été pensé, imaginé à l'époque par Daviou et son équipe. Et on a, au niveau scénique, au niveau machinerie, on a gardé complètement ce qui avait été imaginé dans les années 98 et on l'a simplement amélioré. Voilà, on a changé les pneus en gros, hein, et puis maintenant on roule plus vite. Voilà. C'est ça. En disant comme Oui. ça paraît simple. Oui, effectivement simple. Non, pour vous donner quand même un ordre de grandeur, il y a eu un investissement à peu près sur la machinerie scénique de 3 millions. Et pour les réseaux scénographiques, que je n'ai pas évoqué, mais Frédéric Chauveau, qui a fait toute l'étude ici, qui est caché là-bas,
C'était un montant à peu près d'1,5 million, voire 1,8 million, je crois, avec les compléments. Donc vous voyez, c'est quand même des investissements assez importants. Quand on parlait de sécurité, Philippe a évoqué le problème de sécurité pour la ville de Paris. Oui. C'est-à-dire qu'on est reparti aussi à zéro sur toute la partie électrique, sur tous les réseaux, courant fort et courant faible, éclairage, sonorisation et vidéo. Voilà, un petit peu. Frédéric, tu viens de dire un mot sur ton réseau numérique, s'il te plaît. Alors, pendant que Frédéric arrive, juste pour vous resituer aussi un petit élément de contexte, ce qui a déclenché les travaux au Châtelet, ça a été des départs de feu d'origine électrique, hein, Jacques pourra en témoigner. Et la deuxième chose, c'était des pierres qui tombaient des corniches sur le trottoir. Donc ça a été, je dirais, les deux éléments déclenchants qui ont fait que la ville de Paris s'est lancée dans cette rénovation. Donc au niveau des réseaux, en fait, l'intégralité des réseaux ont été changés. L'intégralité des gradateurs, puisqu'il y a 500, je ne sais plus en tête, mais il y a plus de 540 lignes graduées sur le théâtre. Quand je suis arrivé sur le projet, donc au tout début en études, j'ai eu des wishlists qui sont arrivés des utilisateurs qui m'ont fait un peu tomber de ma chaise. Et puis après, on en a discuté. Et en fait... on a eu la chance d'avoir une maîtrise d'usage qui était super présente et qui connaît surtout son lieu excellemment bien. Ils m'ont justifié chaque prise, chaque ligne et du pourquoi, dans quelles conditions, sur quel spectacle il utilisait. Donc on est arrivé sur un budget Cénoé qui était au moment de l'appel d'offres à quelque chose comme 1,3 million et puis qui a évolué avec le chantier puisqu'il y a eu des choses qui ont été rajoutées par la suite. Que dire, les régies ont été déplacées, ce qui a demandé quand même un peu de réflexion. L'usage et les habitudes d'usage ont été à peu près conservées dans l'état parce que faut savoir que le Châtelet, c'est quand même un théâtre qui a une utilisation un peu spéciale dans laquelle, dans la même semaine, on peut avoir 3 shows qui tournent en même temps, qui doivent être pré-câblés en même temps, qu'on ne peut pas s'amuser à dépatcher, repatcher. Donc c'est assez compliqué. Le pourquoi du il y en a partout et il y en a beaucoup. Donc voilà. Puis le théâtre, quand on est arrivé, il avait vécu, beaucoup de lignes avaient été rajoutées en volante parce que on utilisait certaines fois des caméras là et pas là, des haut-parleurs là et pas là. Donc du coup, on a beaucoup travaillé avec les utilisateurs qui ont été c'est pas de bons conseils, c'est qu'ils ont su raconter leur expérience de l'utilisation qu'ils avaient du théâtre. Et du coup, on l'a traduit au travers du cahier des charges qu'on a fait, mais que ce soit en machinerie ou en réseau. En fait, finalement, l'histoire elle est un peu là, c'est qu'il y a des utilisateurs qui utilisent ce lieu, qui l'utilisent bien, et ils ont su justifier toutes leurs demandes et ils ont su les exprimer. Donc on n'a fait que traduire quelque part tout ce qu'ils nous ont demandé. Est-ce que justement les habitudes ont changé avec cette nouvelle rénovation ou est-ce qu'il y a eu non, les habitudes ne changent pas. On a aujourd'hui la chance, je dirais, grâce au travail qui a été fait, d'avoir un outil qui fonctionne très bien à tout niveau. On a quelque chose de performant sur la machinerie. Au niveau des réseaux, comme il vient d'être dit, c'est vrai qu'on a, Frédéric le disait à l'instant, on a cette difficulté, c'est qu'on a toujours 2-3 spectacles qui sont en même temps. Quand on n'a pas un spectacle qui court, là, comme on a actuellement sur 40 jours, dès qu'il y a une journée off, on remet une opération et qui est souvent des opérations importantes. Là, nous sommes sur la reprise d'un spectacle qui est un Américain à Paris, qui était un spectacle compliqué de music hall. Compliqué parce qu'il y a beaucoup de technologie, il y a beaucoup de lumière. L'éclairagiste qui s'appelle Natasha Katz, qui est une Américaine, a eu deux Emmy Awards avec cette production justement. Donc je peux vous dire qu'on a autant de projecteurs qu'elle a pu avoir de prix. Donc c'est à peu près quelque chose d'important. Et on se retrouve à avoir en plein milieu de 2 jours après la première, on se retrouve à avoir une opération comme le Ballon d'Or. Voilà, la remise du Ballon d'Or qui se fera lundi soir au Châtelet. Donc vous imaginez avec tout ce que ça représente, les télévisions débarquant, la captation de l'événement, la réussite de l'événement, en plus dans un timing compliqué. C'est-à-dire que quelque part, 3 jours avant la première d'un Américain à Paris, on est déjà en train de prémonter les nuits principalement, l'opération Ballon d'Or, puisqu'il y a des écrans vidéo
qui a des dimensions pas possibles parce qu'il y a un décor qui vient s'intégrer dans le décor d'un Américain à Paris. Bien sûr, l'éclairage prévu sur un Américain à Paris ne peut pas convenir pour la captation du Ballon d'Or. Donc on rééquipe en totalité l'éclairage du Ballon d'Or. Et l'opération doit être prête pour 18 h lundi soir. Voilà, donc ça veut dire qu'on est sur un... Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut précabler tous les éléments. Comme toutes les opérations au Châtelet depuis un certain nombre d'années, les opérations qui sont captées passent systématiquement sur des groupes électrogènes pour éviter tout problème. C'est-à-dire qu'on n'ait pas de coupure, puisque certains s'en souviennent sur une opération sur les Césars, il y avait eu des intermittents qui étaient rentrés, qui avaient fait couper l'émission en direct et tout ça. Donc depuis, on est en décalage de quelques minutes et il n'y a pas possibilité d'aller couper l'alimentation du Châtelet pour supprimer le chaud, parce que tout est sur des groupes électrogènes en permanence qui tournent dans différents secteurs. Donc ça veut dire que toutes les alimentations pour la vidéo, pour la lumière, pour le son, sont repassées pour pouvoir fonctionner. Donc je vous laisse imaginer le nombre de kilomètres de câbles qu'il faut passer en permanence. Et ça, si on le fait à 23 h dimanche soir, à la fin de notre 3e représentation, ben, on n'est jamais prêt à 14 h pour faire la répétition pour les cadreurs et encore moins à 18 h pour le direct. Voilà. Donc on est en permanence dans ce genre d'opération. Le Châtelet apporte ce genre de choses, c'est-à-dire que c'est un lieu prestigieux, il est en plein centre de Paris, et donc toutes les opérations, que ce soit la mode, que ce soit la télévision, que ce soit les boîtes de production, tiennent à venir au Châtelet. On a beau augmenter les prix de location, ils continuent à venir. Hein. Donc voilà. Mais nous, derrière, ça oblige à avoir une installation qui puisse répondre à toutes ces demandes. Et c'est vrai que on a demandé dans le cadre des travaux beaucoup plus que n'importe quel théâtre, parce que voilà, il faut en prévision. Et c'est vrai que l'expertise de toute l'équipe du Châtelet, dans tous les départements, dans tous les secteurs, a permis à pouvoir mettre ça, puisque justement, on a la chance que tous les techniciens et les responsables de service ont l'expérience de ces opérations, pour certains depuis quelques années, pour d'autres un peu moins, mais au fur et à mesure, les équipes rentrent dans le système. Et il nous a fallu des installations un peu différentes, avec aussi la difficulté entre le numérique et l'analogique, où on reçoit des spectacles. Là, un Américain à Paris, c'est un spectacle qui a fait une tournée en Chine. On a plein de surprises sur les adaptateurs, sur les transfos chinois, les choses comme ça. Il faut trouver des solutions pour tout. Voilà. Il faut donc ne pas être bloqué un jour, se dire tiens, on ne peut pas faire tel événement, et quand on s'en rend compte, c'est des fois trop tard. Donc il faut pouvoir répondre à tout. D'où la difficulté, et c'est vrai qu'on a dû donner des cauchemars à Thierry et à Frédéric sur ce genre de choses, puisqu'on avait des demandes très précises. Voilà. Justement, quelles étaient les difficultés, Thierry Non, il n'y en a eu aucune. Moi, les seules difficultés, c'est avec le directeur technique, mais par ça, je n'ai pas eu de difficulté. D'ailleurs, je tiens à remercier quand même les entreprises BCKR, en tout cas pour la réalisation de la machinerie, et SNEF Audiovisuel de Lyon. Non, les difficultés, on en a eu, mais on a été honnêtement, on avait un planning, on a toujours été en fait dans ce planning, on a suivi vraiment. Jacques était présent quand même à toutes les réunions de chantier, hein, donc c'était... Non, ça s'est très très bien passé, je ne sais pas quoi dire de plus. Maintenant, je laisse un peu la parole. C'est vrai que les réseaux, pour moi, étaient très compliqués. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis associé à Frédéric, parce qu'effectivement, à un certain niveau, moi, j'ai plus les compétences, comme vient de l'expliquer Jacques, sur les systèmes numériques. Voilà, en tout cas. Et alors, tu as dit qu'il y avait un budget à 30 et un budget à 70. Alors, dans le budget 70, qu'est-ce qui aurait pu être Juste avant que Jacques réponde, parce que ces questions de budget, c'est toujours très compliqué. La ville de Paris parle de budget toutes dépenses confondues. Donc toutes dépenses confondues, je pense qu'on est même au-delà de 30, on doit être à 33. Donc c'est du TTC, tout compris, achat, enfin pas l'achat du terrain, parce que là ils l'ont déjà, mais des coûts relevés de géomètres, bureau de contrôle, tout ça, les honoraires, mais là c'est la partie la plus faible du budget. Le coût de travaux, parce que c'est ça qui est important, le coût de travaux aujourd'hui, in fine, il est de 21 millions d'euros hors taxe. Hein, parce que vous et moi, enfin, j'imagine dans la salle, il y a des maîtres d'œuvre, il y a des entreprises. En fait, ce qui compte pour nous, c'est ça. C'est le budget de travaux hors taxe. Après, le reste, les taxes, les machins, tout ça, on s'en fiche un peu. Donc, on est sur 21 millions d'euros hors taxe. Alors, effectivement, pour la ville, eux, c'est un budget tout dépenses confondues. Et c'est là où on passe à 30 et quelques.
Et c'est là où Jacques parle de 100 ou 60 ou 70 qui sont des chiffres que j'ai aussi entendus, mais pour qu'on me dise, mais oui, mais ça, de toute façon, on a tranché, c'est pas ce qu'on a retenu. De toute façon, c'était des améliorations. Il y a une particularité sur ces travaux, contrairement au Théâtre de la Ville, c'est que nous, on est resté en site occupé. C'est-à-dire que toute l'administration est restée dans la partie administration, c'est le cas de le dire. Et dans la partie administration, il y a eu très peu de travaux. À part quelques travaux électriques, on a changé quelques terminaux, quelques armoires électriques, mais on n'a pas du tout touché. Et nous, on est resté dans toute la période, pendant les 2 ans et demi de fermeture, nous sommes restés dans la partie administration du théâtre. Ce qui est rare, ce qui a été difficile, ça n'a pas été facile d'obtenir ça au départ pour plein de raisons, hein, sachant qu'il y a eu toute une phase de déplombage, il est resté un tout petit peu d'amiante à 2-3 endroits, donc c'est des choses où il faut que ça soit complètement isolé. Mais néanmoins, le travail a été fait, ça s'est bien passé, et toute l'administration du théâtre a pu continuer à travailler pendant la fermeture, puisque nous avons fait quelques opérations hors les murs. Et cette chose-là veut dire aussi, et Thierry le disait, ça veut dire qu'on a participé tous les jours à la vie du chantier. Et quelque part, on a repoussé quand on sentait que les choses commençaient un peu à ralentir ou pas arriver ou autre. Voilà. En plus, pour des questions, puisque la direction du Châtelet a programmé un événement dans la période des travaux, c'était juste pour remettre un peu une cerise sur le gâteau. Ce qui veut dire qu'on s'est retrouvé dans des situations un peu compliquées où tout le monde a un peu tiré les cheveux, arraché les cheveux pour se dire qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire. Néanmoins, ça s'est fait. Ça a provoqué dans certains secteurs un peu de retard et dans d'autres, ça a accéléré certaines choses. Donc, quelque part, ça n'a pas été facile à vivre, à mettre en place, mais néanmoins, ça a permis, on a réussi, et ce qui est plutôt assez bien, même si ça a été tendu sur les derniers moments, parce qu'on a eu un dégât des eaux au mois de juin. Une partie de la salle il y a une descente d'eau qui s'est ouverte. Hein. Il y a eu un raccordement qui n'avait pas été fait ou mal fait, et il y a eu de l'eau qui est tombée dans la salle. Donc tous les plafonds de la salle du côté jardin ont complètement été remplis d'eau, et ça c'était fin juin. Il est tombé une journée d'eau au mois de juin. Il a fallu que ça soit ce jour-là où les tuyaux n'étaient pas complètement raccordés. Néanmoins, on ne pouvait pas réouvrir dans des conditions normales. Donc on a réussi à faire un peu comme on fait dans le spectacle en général. On a masqué toute la partie qui aujourd'hui, et plus personne ne s'en rend compte, hein. Il y a une moitié du plafond à tous les étages de la salle, sous l'orchestre, sous le balcon de la corbeille des balcons. Eh bien, les plafonds sont pratiquement tombés, les plates ont été nettoyées, enlevées, et toute cette partie-là sera refait l'été prochain. Et en attendant, on a tendu des toiles, on a mis des tissus pour cacher la misère. Voilà, ce qu'on fait souvent, hein, dans le monde du spectacle. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les gens ne le savent pas, et s'ils ne lèvent pas les yeux quand ils vont à leur place, et s'ils ne font pas attention, ils ne se rendent pas compte que cette partie-là du théâtre était... Ouais. Mais néanmoins, ça a été une contrainte. Et malgré ça, on a réussi, ça a été difficile, Philippe. Hein, on a eu des moments un peu de tension sur la fin août, début septembre, mais on a réussi. Avec une difficulté supplémentaire, c'est que le projet de l'ouverture du théâtre, qui était donc la production Parade, la direction avait décidé de mettre des éléments scénographiques dans tous les espaces publics. Donc ça voulait dire que les entreprises avaient à peine fini les travaux qu'on installait les éléments de décor. Voilà. Donc je vous laisse imaginer comment ça peut se passer. Néanmoins, avec toute la complexité que ça peut représenter, et puis avec toute l'efficacité des entreprises et de l'équipe du Châtelet, bon, ça a pu se faire, et on a réussi à ouvrir en temps et en heure. Aujourd'hui, la ville de Paris prend ça même comme une référence, puisqu'on sait que les travaux, on sait toujours quand est-ce que commencent les travaux. Par contre, la fin, c'est le problème qu'il y a aujourd'hui au Théâtre de la Ville, qui commence simplement leur phase de travaux. Ils ont fermé 6 mois avant le Châtelet pour réouvrir normalement 6 mois avant le Châtelet, et ils commencent simplement les travaux. Donc on est parti sur 2 ans à peu près de travaux au Théâtre de la Ville. Voilà, c'est à peu près ça. Je reviens à ma question. Alors, qu'est-ce qui restait à faire que vous n'avez pas pu peut-être intégrer dans le... La partie administration surtout, ouais. Et puis des améliorants en plus. C'est-à-dire que par exemple, dans les travaux partiels, la toiture a été partiellement restaurée. Il y avait une partie qui, dans les 70 millions, refaisait un peu plus de toiture. Dans la partie 100 millions, on refaisait la toiture complètement. On isolait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La toiture n'est pas isolée. Enfin, ce sont des travaux comme ça. Là, les travaux étaient principalement, comme Philippe l'a dit, on a fait les travaux à cause de 2 départs d'incendie dans des armoires qui ont amené que ça a commencé un peu à inquiéter tout le monde, puisque heureusement avec le système qu'on a, on a réussi à tout de suite intervenir. Et puis il fallait quand même
les travaux qui ont été faits en 80 et 98, il y a eu des travaux électriques partiels qui ont été faits. Toutes les installations électriques sont restées. C'est-à-dire que ça a été reposé sur de l'existant. Donc c'était un festival de câbles qui passaient dans tous les sens, dont la plupart on ne savait pas à quoi ils servaient et très souvent ils ne servaient plus. Certains servaient et on ne le savait pas. Enfin, voilà, c'était quelque chose d'assez incroyable. Donc il fallait vraiment purger la totalité des réseaux, ce qui a été fait. Aujourd'hui, on a un système avec la difficulté de... C'est un théâtre avec tout ce que ça comporte. Et là, après, en dehors des entreprises que Thierry a citées, qui sont des entreprises spécialisées dans le théâtre, après les entreprises, par exemple, d'électricité bâtiment, ça devient très difficile. Même pour câbler les éclairages d'une salle, on se retrouve avec... les sas qui s'allument d'un côté, avec les couloirs de la salle, les sas qui s'allument avec l'éclairage de la salle. Voilà. Donc on a des variantes selon les endroits. Donc c'est simplement du recadrage après, mais c'est jamais facile. C'est pas un appartement qu'on refait, c'est un théâtre avec toutes ses complexités, voilà, et qu'il faut arriver à appréhender. Donc voilà, 70 millions, c'était du plus, 100 millions, c'était la totalité. On fermait, mais à mon avis, pendant 5 à 6 ans et on refaisait tout. Alors, par exemple, une chose qu'on n'a pas du tout faite et qui aujourd'hui, dans tous les projets, normalement, on s'attache à reprendre, ce sont les menuiseries extérieures. Donc, on a, à part la façade principale où on a changé donc, les très grands vitrages, et malheureusement, il nous en manque encore 3, comme je le disais en introduction. Mais sinon, aucune des fenêtres du bâtiment, et il y en a quelques dizaines, voire centaines, puisque c'est vraiment un bâtiment îlot hein, qui fait plus de 100 mètres de long, enfin 100 mètres de long à peu près. On n'a changé aucune fenêtre. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, par rapport à la réglementation thermique, par rapport à tout un tas de points importants dans le bâtiment, la logique aurait voulu quelque part qu'on change toutes les menuiseries. Mais ça sera pour nos successeurs dans quelques années. Non, c'est ce que j'allais dire. A priori, c'est tous les 20 ans. Avant, un théâtre à l'italienne, c'était tous les 50 ans que ça bougeait. Après, on a dit que les équipements culturels, c'est tous les 30 ans, il faudrait les rénover. Mais j'ai l'impression que le temps commence à s'accourcir, c'est que c'est tous les 20 ans. Si vous êtes d'accord, on va passer la parole à la salle pour des questions. Bonjour, Jérôme Mackelberg, scénographe. Et ce qui me rend triste toujours dans ce genre de travaux, c'est dans la cage de la scène, on modernise, mais on ne fait pas de restauration. On voit les perches, ça monte, ça descend, voilà, c'est tout. On modernise, au lieu de 500 kilos, c'est 750 kilos. Ça fait quoi? Ça monte et ça descend. Il n'y a plus de mouvements horizontaux. Alors, je me demande, et ça me fait de la peine, qu'on ne fait pas une réintroduction du système des costières et des chariots de costières qui font le mouvement horizontal. Il ne faut même pas un grand dessous technique comme ça a été dans le temps, comme vous avez vu là, il y a 3 niveaux, ou 4 niveaux même. Mais il y a des alternatives. Je fais des workshops maintenant pour faire une alternative du dessous de 3 cm. Alors, ça se peut introduire dans chaque théâtre moderne, de réintroduire les mouvements horizontaux qu'on manque. Et c'est pourtant les Français qui ont, après les Italiens, amélioré cette technique. Et maintenant, on reste sur la technique allemande qui est introduite dans la fin du 19e siècle et on ne travaille plus sur les possibilités grandioses qu'on a eues dans la technique historique. Alors oui, c'est toujours délicat ça, mais effectivement, cette rénovation, comme je l'ai dit, c'est déjà une deuxième rénovation contemporaine par rapport à ce que vous évoquiez à l'instant. Et on avait déjà pu les mouvements horizontaux que vous évoquiez sur les chariots et les costières, en fait, n'existaient plus en fait, sur les dessous de scène. C'est-à-dire que les dessous de scène existants au Châtelet, en fait, depuis une trentaine d'années, sont déjà des dessous de scène contemporains avec des apparitions verticales. Je suis un peu d'accord avec vous. Alors, par contre, en France, en fait, on a quand même on garde sur des théâtres historiques importants, en fait, tout le système. C'est-à-dire que si vous visitez aujourd'hui l'Opéra Royal de Versailles, par exemple, tout est en place. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne. Hein.
On est bien d'accord. Mais ça pourrait refonctionner, pour vous rassurer un petit peu. Mais il n'y a pas la structure bois, puisqu'on fait référence aux structures acier et aux structures bois. La différence, c'est qu'on a conservé toutes ces structures bois. Et un jour ou l'autre, j'espère, je suis d'accord avec vous, que sur certains théâtres, on devra réintroduire ces mouvements en fait horizontaux de cours à jardin et les apparitions avec les tampons d'origine. Mais ça se fera que sur les théâtres historiques en France aujourd'hui. On a beaucoup de petits théâtres en fait qui sont conservés en l'état, je vous rassure. Fontainebleau, enfin je ne les connais pas tous, mais Fontainebleau par exemple est un théâtre totalement historique remis en état de fonctionnement en fait. Voilà, pour vous rassurer. Je ne sais pas si ça vous rassure, mais... Oui, mais mon point est justement que quand on parle de ces technologies-là, on ne pense que l'emploi comme on a fait dans l'histoire, dans le 19e siècle. Et cette technique-là, on peut employer d'une manière totalement différente. Comme il y a la technique des âmes costières qui normalement sont fixées dans le dessous. Dans le workshop, on met les âmes sur un chariot qui monte. Ça veut dire qu'on a un mouvement horizontal, même pas fixé parallèlement à l'ouverture, mais on peut aussi aller diagonalement, n'importe quoi. Il y a tellement de possibilités dans cette technique et moi, je ne pense pas à un théâtre historique pour ça. On peut employer ça partout, dans chaque théâtre moderne. Et en plus, et peut-être ça, c'est le problème, c'est bon marché parce que tout le monde peut le faire soi-même. Mais ça vient aussi du fait que chaque théâtre ne fonctionne pas sur le même système. C'est vrai que les théâtres avec les rues, fausses rues, costières, mâts, dans les fausses rues, les cassettes et ainsi de suite, étaient complètement fonctionnels dans les théâtres qui étaient de répertoire, où on avait un spectacle et des éléments de décor qui servaient à chaque fois en répertoire, qui fonctionnaient avec les costières et tout ça. Aujourd'hui, on a des créations dans la plupart des théâtres. Dans plein de théâtres, on y va dans l'Est de l'Europe, ils ont des théâtres d'alternance où ils ont des moyens techniques importants. Les théâtres sont conçus pour ça dès le départ, avec des scènes complètes qui dégagent dans les dessous, latéralement, que ce soit en Allemagne, en Suède, en Norvège. Tous ces théâtres sont prévus au départ pour ça. Nous, en France, on a été touché par un système qui est que la plupart des rénovations dans les années 70, on a complètement supprimé toute cette machinerie parce que quelque part, on ne savait plus trop quoi en faire. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un peu dommage parce que si on avait ça, on pourrait se permettre de faire des choses. Nonobstant, on arrive quand même avec des... Je prends l'exemple du Châtelet. On a gardé 3 dessous qui sont des dessous qui existent. Aujourd'hui, on a simplement, nous, dans le système qui a été mis en place dans les années 80, je crois, ou avant, on a des rues. On n'a pas de costières, on a des sablières sur lesquelles reposent des planchers des rues. Ça ne nous empêche pas de faire des apparitions, de faire des trappes, de mettre des trappes à tiroirs, même des fois qui dégagent de cours à jardin complètement, enfin, de trouver des solutions avec des moyens modernes. Mais ça va parce que nous faisons des opérations qui sont montées pendant plusieurs jours, plusieurs mois dans certains cas, et on arrive à adapter avec des moyens modernes. On arrive à mettre des tampons, des fois hydrauliques, des fois électriques. On arrive à trouver des systèmes qui permettent de pouvoir utiliser cette machinerie. Alors c'est vrai qu'on a la base des éléments, mais même avec une porteuse qui monte et qui descend, on est quand même capable de pouvoir translater, de faire des vols et des choses comme ça, alors que quelque part, à un moment, on ne le faisait plus vraiment. Donc je pense qu'on n'a pas complètement perdu ça. Les théâtres ont été, pour certains, rendus à leur simple expression. On a utilisé les dessous de scène pour faire des salles de répétition très souvent parce qu'on avait besoin de place. Au Châtelet, nous, aujourd'hui, c'est la crise du logement. On n'arrive pas à rentrer une production complète. Et quand on parle des fois d'avoir 3 spectacles en même temps, je peux vous dire que c'est l'enfer. On superpose les choses partout. On en met partout. Il n'y a pas de place. Ce n'est pas des théâtres qui ont été prévus avec du stockage. Ce n'est pas l'Opéra Bastille qui est prévu pour ça. Ce n'est pas comme ça. Donc il faut s'adapter. Je pense quand même que ces théâtres qui ont eu ces modifications dans les années 70, malheureusement, certains ont pu rester. Le théâtre du Châtelet, il a son système. On a préservé les dessous. Les dessous, aujourd'hui, on les utilise. Et on les utilise énormément. Dès qu'on en a la possibilité, les scénographes, les décorateurs les utilisent parce que ça permet de le faire. Voilà. Après, je pense qu'on est passé dans un autre système. Ce qui est important, et pour finir là-dessus, c'est que
l'expérience que vous amenez quand vous faites ce genre de choses fait que ça permet au moins aux techniciens d'apprendre ce qu'est le métier et d'être après de pouvoir être un machiniste avec dans tous ces moyens pour pouvoir réaliser justement ces effets qui aujourd'hui se font avec des effets un peu avec une machinerie un peu plus moderne. Voilà. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? On arrive vraiment à 50 minutes. Juste pour finir, peut-être quelques éléments dans la salle, en fait, des interventions dans la salle. Parce qu'il y a eu la question du cadre de scène et l'intervention. Alors, dans la salle, je l'ai dit rapidement, mais j'y reviens peut-être avec cette image. Donc, effectivement, la suppression... On ne voit pas la souris. Donc, la suppression à l'axe, l'arc central, si je reviens à la photo précédente, qui était remplie par une installation scénographique. Hein, donc là, on voit bien, Jacques vous le montre, voilà. Donc aujourd'hui, on a complètement dégagé ça, on a retrouvé, je dirais, l'intégrité de cet amphithéâtre qui, d'un point de vue architectural, était vraiment important. C'est-à-dire que pour Daviou, c'était vraiment l'idée du rassemblement, comme dans beaucoup de théâtres. Mais là, vraiment, il avait voulu l'exprimer sur ces niveaux qui étaient les niveaux populaires, où à l'origine, on pense qu'il y avait peut-être entre plus de 1000 personnes. Là, aujourd'hui, il y en a 500. Donc les gens étaient vraiment sur des bancs. C'était la concentration d'un public populaire. Donc on a retrouvé, je dirais, cette intégrité de l'amphithéâtre. On a repoussé, donc à l'arrière, on a implanté les plateformes de poursuite à l'arrière. On a rééquipé, bon là, pour un architecte, c'est toujours un peu douloureux, mais il faut bien qu'il y ait des éclairages en salle, pardon. Donc on a rééquipé les deux lisses latérales. Alors aujourd'hui, on le voit, donc il y avait beaucoup plus de projecteurs, mais qui étaient petits. Aujourd'hui, tous les projecteurs sont motorisés, donc il y en a moins, mais ils sont plus gros. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est quelque chose qui est resté. Et puis, on a fait un travail... mais on ne le voit pas, là, je n'ai pas les images pour le montrer. En fait, quand ils ont reculé le cadre dans les années 80, on s'est retrouvé en fait avec une sorte de vide entre l'ancien cadre côté salle et le nouveau cadre côté scène. Et en fait, pour des raisons acoustiques, donc ces éléments ont été dessinés en courbe pour renvoyer le son, pour diffracter le son vers la salle. Et quelqu'un s'est dit, mais c'est bizarre, ça fait une espèce de vide intersidéral. Et si vous vous souvenez, il y avait des sortes de faux balcons qui ont été moulés d'après les balcons de la salle et qui ont été installés, ce qui donnait l'impression qu'il y avait eu des loges d'avant-scène, ce qu'il n'y a jamais eu au Châtelet. Donc nous, l'idée, oui, dans le livre, tout ça est merveilleusement bien illustré. Et donc l'idée, ça a été de recréer un décor de toutes pièces pour habiller, je dirais, cette espèce de vide entre l'ancien cadre, qui n'est même pas d'ailleurs un cadre historique, hein, même l'ancien cadre côté salle date des années 80, et puis le nouveau cadre côté scène, pardon. Je m'embrouille un peu. Il faut absolument que vous alliez voir la salle, vous comprendrez tout ça. Donc ça a été effectivement un travail important et qui, pour le coup, a été supervisé par la Direction régionale des affaires culturelles, puisqu'un point important, c'est que le bâtiment est entièrement inscrit monument historique, ce qui parfois fait un peu sourire quand on voit justement ce genre de modifications qui ont été faites dans les années 80, à mon avis, sans demander l'avis de personne. Mais aujourd'hui, on est passé, je dirais, dans une époque où tout le monde est beaucoup plus attentif à ces aspects réglementaires, de classement des bâtiments, de protection des bâtiments, ce que je trouve très bien. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, à la limite, chaque détail, chaque petit élément de décor en staff doit recueillir l'assentiment et l'accord de l'architecte des bâtiments de France et de la Direction régionale des affaires culturelles, ce qui ne simplifie pas le travail, mais ce qui est une sorte de garantie, je dirais, que les choses soient plutôt bien faites. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, on va vous remercier. On vient pour un Américain à Paris, c'est ça, en ce moment? Et dans 20 ans, on revient pour la rénovation dans 20 ans. Ok. Merci beaucoup. Merci à tous.